Voici un petit test pour savoir si tu es cringe. Tu avais un Tamagotchi. Tu dis des choses telles que des trucs de grands. Tu as lu tous les livres de Harry Potter dans leur version originale. Tu penses que ta maison Poudlard est un trait de personnalité important? Si tu as répondu oui à l'une de ces questions, tu appartiens probablement à la génération I. Mais attends un peu, as-tu seulement remarqué que l'on a parlé de lire Harry Potter dans sa forme originale? Parce qu'il y en a d'autres? Eh oui mes amis, il y en a bien une. Les livres Harry Potter se trouvent au cœur d'un débat générationnel passionné. Alors que leurs aînés ont grandi avec les livres et leurs personnages, la génération Z ne semble pas partager le même emballement. Du moins, jusqu'à ce qu'un membre de la nouvelle génération décide de traduire la série Harry Potter dans sa propre langue. Et par langue, on entend leur argot, la façon dont les jeunes communiquent, ou mieux encore, s'envoient des textos de nos jours. Voyons comment cela pourrait se traduire. Le premier chapitre du tout premier livre d'Harry Potter s'intitule à l'origine « Le garçon qui a survécu ». Mais après avoir été déformé et adapté au vocabulaire de la génération Z, le chapitre s'intitule « Le BG qui était déter ». La traduction décrit ensuite la famille Dursley comme « bolossable à souhait ». On y trouve également des mots comme « sus » et « askip ». Ami boomer, pour t'éviter de chercher sur Google la signification de ces termes. Sus est l'abréviation de suspect dans Among Us et askip est l'abréviation de « à ce qu'il paraît ». La première apparition de Dumbledore est assez comique, surtout si l'on considère le sérieux de ce personnage dans l'histoire originale. L'adaptateur du roman l'a décrit comme « grand, mince et très vieux », avec une barbe de daron assez longue pour atteindre son slibard. Et il termine sa description en disant « Tel était le swag de Dumbledore ». L'ensemble est assez poilant, et de nombreux lecteurs ont commenté en disant qu'ils cherchaient désespérément où se procurer leur propre copie. Malheureusement pour beaucoup, il n'est pas possible d'acheter cette adaptation, car seuls quelques passages ont été traduits dans ce dialecte Gen Z. Mais tu peux t'amuser à lire Harry Potter et la chambre du squelette et Harry Potter et la tisse de feu. Et oui, ils sont aussi bizarres qu'ils en ont l'air. Une grande partie du dialecte de la génération Z a été développée pour éviter d'être comprise des algorithmes. Il faut reconnaître qu'ils sont doués pour surfer sur le web. Le problème, c'est que si tu n'es pas de la génération Z, tu auras probablement besoin d'un dictionnaire pour comprendre ce qu'ils racontent. Il est peut-être temps pour les milléniaux de faire face à la dure vérité qui se cache derrière tout cela. Ils ne sont pas des natifs du numérique. Certes, le World Wide Web a été créé en 1989 par un scientifique du CERN, du nom de Tim Berners-Lee. Et techniquement, on est considéré comme un millénial si l'on est né entre 1981 et 1996. Mais l'Internet n'a commencé à faire partie de la vie quotidienne de cette génération qu'à partir de 1991. Ces derniers ont donc dû apprendre à naviguer dans ce monde entièrement nouveau vers la fin de leur enfance. La plupart des milléniaux ont reçu des cours d'informatique à l'école, où ils ont appris à taper sur un clavier et à rédiger un courriel. Ils ont dû être instruits dans cette nouvelle langue. Des choses que la plupart des membres de la génération Z trouveront totalement ringardes. Après tout, ils sont nés en sachant manier les smartphones et les tablettes comme une extension d'eux-mêmes. Mais quel est le rapport entre Harry Potter et tout cela? Pour le comprendre, nous avons besoin d'un peu de contexte. L'École des sorciers, le premier livre de la série Harry Potter, est sorti en 1997. Les adolescents et les jeunes du tournant du millénaire ont été très attirés par l'univers fantastique des sorciers et CE jusqu'au dernier livre de la saga de J.K. Rowling, paru en 2007. Cela représente tout de même une décennie de la vie de cette génération. Ils avaient beau devoir se contenter de la DSL, ils avaient des potions, des sorts et des mystères en tout genre pour occuper leurs après-midi. De plus, lorsqu'Internet a fait son apparition, les gens ont été informés que cet outil devait être pris avec des pincettes. On a appris aux milléniaux à ne pas partager leurs informations personnelles en ligne, à ne pas révéler leur véritable identité. Qui savait ce qu'était ce nouveau cybermachin? La peur de ce qui pouvait se tapir dans l'ombre d'Internet a incité les gens à endosser une personnalité en ligne. Ils pouvaient être qui ils voulaient sur ce réseau planétaire. Lentement, mais sûrement, en 2003, le premier réseau social à grande échelle des milléniaux est apparu. Il s'appelait MySpace et s'apparentait à un proto-Facebook. MySpace a atteint 1 million d'utilisateurs mensuels actifs en son temps. Cela ne semble rien comparé aux 1 milliard d'utilisateurs de TikTok de par le monde, mais c'était beaucoup pour le début des années 2000. Il y avait de la place pour se décrire brièvement. Une mini-bio où la plupart des gens mettraient une citation de leur groupe de rock préféré de la décennie d'avant. Les gens devaient faire preuve de créativité pour se décrire sans révéler trop d'informations personnelles.
C'est alors qu'ils ont commencé à se définir comme Poufsouffle ou Gryffondor. De cette manière, tout le monde comprenait et vous identifiait automatiquement comme faisant partie d'un certain groupe. Il y avait deux façons de savoir à quelle maison de Poudlard on appartenait. La première consistait à s'identifier personnellement à un personnage de Harry Potter. Peut-être étais-tu un adolescent rebelle qui avait tendance à s'identifier à des antagonistes comme Drago Malfoy. Et peut-être que tu n'aimais pas beaucoup Harry. Ta maison naturelle était donc Serpentard. L'autre solution consistait à répondre à un questionnaire sur BuzzFeed, ce que les milléniaux qualifieraient de diagnostic le plus précis. Bien sûr, on trichait probablement pour décrocher l'emblème de Gryffondor. Au final, tout ce qui comptait, c'est que cela devait te faire passer pour brave, audacieux et honorable. Le truc, c'est qu'au début d'Internet, les milléniaux ont été encouragés à rechercher l'anonymat. Il était donc logique que leur vie ne se déroule pas intégralement en ligne. Aujourd'hui, les membres de la génération Z veulent être vus. Ils exhibent leur visage, leur talent de danseur, leurs traits comiques et voient leurs vidéos partagées par des millions de personnes sur TikTok. Ils veulent étaler tous les aspects de leur vie sur le web, comme s'ils étaient eux-mêmes les personnages principaux de leur propre émission de télé-réalité. Cette différence est souvent appelée un fossé générationnel. Et dans ce cas spécifique, le fossé se creuse dans la façon dont chaque génération aborde le monde numérique. Aujourd'hui, les membres de la génération Z passent beaucoup de temps à rire aux dépens des milléniaux. Ils ne comprennent pas pourquoi ces derniers ont tant aimé la série télévisée Friends. Et pourquoi ils ressentent le besoin constant de crier partout leur amour du café et de la pizza. Apparemment, les milléniaux feraient un usage excessif des emojis, à tel point que cela en deviendrait exaspérant. Si tu appartiens à cette génération, tu as de bonnes chances d'être un fervent adepte de Pinterest. Tu as probablement décoré ta maison à l'aide de CE sites, et tes onglets favoris ont déterminé cette esthétique. Mais en CE qui concerne les jeunes, Pinterest regorge essentiellement d'images de marbre et de dorure. Oh, et puis il y a une chose que les membres de la génération Z appellent l'humour millénial. L'une des tendances actuelles de TikTok est que les membres de la génération Z se moquent de l'humour de leurs prédécesseurs. Plusieurs internautes sont devenus viraux pour avoir parodié leurs aînés et leur amour des comédies musicales, la quantité indécente d'avocats qu'ils mettent sur leurs tartines, et pour avoir un jour posté des photos avec la légende « J'ai fait un truc ». À leur décharge, certaines parodies musicales produites par la génération suivante donnent envie de grimacer. Est-ce que Coffee Shop Bop te dit quelque chose? Une autre tendance en matière de fossé générationnel est ce que les jeunes générations appellent la pause du millénial. Et si tu en es un, cette notion peut te sembler un peu blessante. Selon les jeunes, de nombreux influenceurs de la génération d'avant commencent leurs vidéos par une courte pause qui montre qu'ils ne savent pas si l'enregistrement de la vidéo a déjà commencé ou non. Même Taylor Swift a été accusée de ce trait générationnel. Certains tentent de se défendre et affirment que ce que l'on appelle l'humour millénial ne représente qu'une facette de tout le contenu partagé en ligne. Ils affirment que ce dont se moquent les membres de la génération Z n'est guère représentatif de l'ensemble des milléniaux. Enfin, à moins qu'il ne s'agisse d'Harry Potter, car c'est peut-être le seul sujet qui mette d'accord tous ceux qui sont nés jusqu'en 1996.